Bonjour à tous. Pour commencer cette nouvelle série, j'avais très envie de vous parler des Kanaks. Alors les Kanaks, on les retrouve de l'autre côté du globe, dans l'océan Pacifique, et plus précisément en Océanie, ici, en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui et depuis 1863, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité qui relève de la souveraineté française. Et si le peuple qui vit là depuis des siècles est celui des Kanaks, il faut savoir que la colonisation française s'est faite, comme bien souvent, au détriment de cette population. D'ailleurs, pour la petite histoire, les navigateurs et marchands européens ont transformé le mot Kanak, qui vient à la base de l'hawaïen Kanaka qui signifie homme, en Kanak avec un C qui pour le coup devient carrément péjoratif. Il faudra attendre 1970 pour que le peuple se réapproprie le terme originel de Kanak, en lui redonnant par la même occasion une histoire et une identité. Mais laissez-moi vous expliquer. Comme beaucoup de civilisations, l'histoire du peuple kanak trouve ses sources dans la richesse des récits étiologiques locaux. Un récit étiologique, pour faire simple, c'est un récit sur l'origine des choses et l'origine des êtres. Alors on peut le trouver sous diverses formes, comme par exemple des mythes ou des légendes, ou encore des chants et des comptines. Ce sont les mythes qui vont nous intéresser ici, et oui, puisque selon les Kanaks, ce sont eux qui fondent l'ordre social et qui expliquent l'origine des choses, comme par exemple la répartition des clans, les rites ou encore les plantes à cultiver. Les mythes Kanaks sont considérés comme des vérités qui engagent l'énonciateur, mais aussi les membres du clan auquel il appartient. Et là on parle de tous les membres, les vivants comme les morts. Il est donc important pour les Kanaks de ne pas divulguer les mythes à n'importe qui puisqu'ils considèrent qu'ils sont fondateurs de l'identité kanak et plus précisément de leur intimité. De ce fait, les mythes subissent des variations en fonction des degrés de révélation, c'est-à-dire en gros de qui les répète à qui. Il est donc normal de trouver plusieurs formes de mythes, et l'on peut d'ailleurs considérer que nous ne connaîtrons jamais tous les mythes kanaks, et c'est normal puisque nous ne faisons pas partie de leur clan. Cependant, il y en a au moins un que l'on connaît puisque c'est celui qui fonde les principes de la culture kanak. Il s'agit du mythe de Tea Kanake, le premier homme à l'origine de la société. Ce mythe commence à l'aube du monde et il raconte que la lune dépose sa dent sur un rocher qui émerge de l'eau. Cette dent se décompose et donne les premiers êtres vivants, avec au choix des lézards, des anguilles ou des serpents. Ce sont de ces êtres que va naître Tea Kanake. Mais sur cette terre, Tea Kanake ne connaît rien, mais les esprits sont bienveillants et lui offrent plusieurs savoirs, comme la magie des pierres et des herbes, le travail des champs et la connaissance des plantes. Plus important encore, les esprits lui apprennent la vie en société. Et Tea Kanake construit la première grande case ronde. Il délimite les lieux sacrés et les lieux tabous et proclame la première parole. À la suite de ça, et pour comprendre ce qu'est la vie, Tea Kanake décide d'expérimenter la mort. Et quoi de mieux pour ça que de descendre dans le monde souterrain des morts? Il suit donc les racines du banyan, un arbre sacré, et au milieu de ce monde, il se transforme. On dit que dans ce tronc coupé, il souffle la parole dans la feuille du bois de fer où elle chantera pour toujours. Et c'est grâce à cette parole que s'ouvre une nouvelle ère. Ce mythe est considéré comme la parole créative de l'univers kanak. Il est la mémoire du clan et il vaut pour le passé, le présent et le futur. Cette parole, il faut la transmettre et la partager pour sauvegarder la survie, la cohésion et la sécurité du clan. C'est une parole sacrée qui dirige encore aujourd'hui les relations de la tribu et qui structure son rapport à l'homme, à la divinité, au cosmos, mais aussi à l'espace, au temps et à la terre. L'organisation sociale et traditionnelle kanak est assez complexe. Effectivement, la société est organisée autour de cellules claniques liées à l'appartenance à la terre. Et c'est d'ailleurs cette terre qui donne le nom au clan. La société est donc une unité spatiale, mais également une unité sociale. Le clan se compose d'un groupe d'humains, tous issus d'un ancêtre commun. Alors du coup, on peut dénombrer entre 50 et une centaine d'individus, et tout ça évolue, tout ça bouge, puisqu'il y a des guerres, des mésententes, et puis parfois des nouveaux arrivants, et chaque clan peut s'affaiblir ou au contraire se renforcer. Chaque clan se construit autour d'une hiérarchie affective et respectueuse, en premier lieu au sein des membres de la famille, puis au sein des lignées pour aboutir en haut de l'échelle au chef de clan, que l'on appelle aussi le frère aîné. Celui-ci est le porte-parole du clan, il anime la vie du clan et prend les décisions importantes. Dans certains lieux, on parle de districts coutumiers. Ce sont des organisations un petit peu plus élaborées.
En gros, on a plusieurs clans qui se fédèrent autour d'une chefferie, et ça ressemble un petit peu à une royauté polynésienne. Le clan n'est alors plus un groupe social autonome, il se positionne face au district en fonction des attributions qui lui sont conférées par la grande chefferie. On a donc ainsi des clans de guerriers, des clans de propriétaires fonciers, ou alors des clans de magiciens. Dans l'organisation sociale kanak, on observe une distinction entre l'homme et la femme. En effet, aux hommes incombent les responsabilités sociales et publiques, les ressources alimentaires et vitales de la communauté comme la culture de l'igname, qui est un objet d'échange. Les jeunes garçons suivent les traces de leur père en travaillant pour la communauté et reçoivent une éducation pour leurs futures responsabilités sociales et civiques. Les femmes, quant à elles, s'occupent de tout ce qui se rapporte à la vie et à la famille, les travaux quotidiens du foyer et l'intendance familiale. Les jeunes femmes, elles, restent dans l'attente du mariage et apprennent ainsi les rudiments de la vie familiale et ménagère. Tout cela montre que les relations entre les Kanaks s'inscrivent sur 3 dimensions identitaires importantes. La première est la dimension familiale, avec les rapports de sang qui est plus affective, plus intime. La deuxième est le rapport au rôle dans la société, propriétaire foncier, pêcheur, guerrier. Et la troisième dimension, sans doute la plus importante, est le rapport déterminé par l'âge, où l'on privilégie le respect de l'aîné par rapport à celui du cadet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 340 tribus Kanaks, dont 203 en province du Nord. Et on sait qu'en 1996, la plus grande tribu comptait 1210 personnes. Selon l'ethnologue Rousselène Doucet, la colonisation de la Nouvelle-Calédonie fut l'une des pires qu'il y eut au monde. Et je pense que pour comprendre les enjeux encore actuels des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, il est important de faire un peu d'histoire. Ceux qui se souviennent de leur cours savent qu'elle a été découverte en 1774 par l'explorateur britannique James Cook. Mais il faudra attendre 1853 pour qu'un amiral français, Février des Pointes, débarque sur ces terres et déclare « À partir de ce jour, cette terre est française et propriété nationale ». Il la baptise Nouvelle-Calédonie. Depuis ce jour, la population kanak n'a de cesse que de se révolter contre la spoliation de ces terres et contre la négation des tribus locales par les colons. Les répressions contre les opposants ont toujours été violentes, notamment en 1878 pendant des grandes révoltes. Et il faut bien le dire, les Français n'aident pas vraiment à ce que les choses se passent bien. Rappelons par exemple l'exposition coloniale de 1931, où la France fait venir des hommes et des femmes kanaks pour les parquer dans des cases à Vincennes. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la manière dont ont été malmenés les Kanaks pour les petits plaisirs politiques, je vous conseille de lire le livre Cannibale. Enfin, passons sur cette folie pour vous en parler d'une autre, celle survenue le 5 mai 1988. Ce jour-là, c'est 19 militants indépendantistes qui ont été exécutés sur l'île d'Ouvéa, mais je vous raconte. Cela fait déjà quelques temps que les Kanaks n'aiment pas trop la manière dont les Européens et surtout les Français les considèrent. Et oui, il y a eu l'exposition coloniale, mais aussi les tirailleurs Kanaks sur le front de la Première Guerre mondiale, et puis également la France qui envoie au bagne en Nouvelle-Calédonie tous les condamnés qu'elle ne veut pas en métropole. De même, elle propose que la Nouvelle-Calédonie serve de base militaire pour les essais nucléaires. Bref, c'est pas trop la joie, et les Kanaks n'en peuvent plus et commencent à s'affirmer pour revendiquer leurs droits. Des mouvements non violents voient le jour, mais quelques indépendantistes veulent vraiment que les choses avancent réellement. En 1988, alors que la métropole est trop occupée par les élections présidentielles, un groupe indépendantiste prend en otage 27 gendarmes dans un premier temps. Effectivement, un groupe sera relâché tandis que 16 otages seront emmenés dans la grotte d'Ouvéa, réputée comme imprenable. En métropole, c'est un peu compliqué puisqu'on est en plein dans la première période de cohabitation où Jacques Chirac est le Premier ministre de François Mitterrand. Les élections présidentielles arrivent et les Kanaks espèrent bien mettre la Nouvelle-Calédonie au centre des débats et faire connaître leurs revendications. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu et à la suite d'ordres confus du gouvernement, le feu est ouvert. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un malentendu qui coûta la vie à 21 personnes, dont 19 militants indépendantistes. Pour ce massacre, qui s'est trouvé être très sale, il faut bien le dire, Jacques Chirac précisera que les Kanaks avaient attaqué les gendarmes à l'arme blanche, comme des sauvages, sauf que ça n'a jamais été le cas. C'est d'ailleurs plutôt les gars du GIGN qui, dans la grotte d'Ouvéa, n'ont pas hésité à prendre les derniers souffles de vie des indépendantistes à coups de pied dans la tête. Et oui, c'est une sale histoire.
2 jours après ce massacre, François Mitterrand est réélu président de la République et nomme son premier ministre, Michel Rocard. Celui-ci est directement en charge de reprendre le dialogue avec la Nouvelle-Calédonie, ce qui conduira aux accords de Matignon le 26 juin 1988. Cet accord, couplé à celui de Nouméa signé quelques années plus tard, promet de permettre aux habitants de la Nouvelle-Calédonie de prendre peu à peu la gestion du pays dans les différents domaines, afin de voter par référendum l'indépendance totale de la Nouvelle-Calédonie d'ici 2018. En 2009, la Nouvelle-Calédonie comptait 39% de Kanaks sur ses terres contre 30% d'Européens. Et il est normal de se demander si les accords de Nouméa et de Matignon ont porté leurs fruits, et si le processus de décolonisation est favorable aux Kanaks ou non. Il faut savoir que depuis quelques années, les Kanaks n'ont jamais eu autant accès à l'éducation. Cela a d'ailleurs permis à certains d'entre eux de devenir cadres, médecins ou encore récemment avocats. Cependant, cela reste encore un peu timide et il faudra encore beaucoup de temps pour qu'une égalité se dessine entre les Kanaks et les Européens qui vivent en Nouvelle-Calédonie. En 2009, par exemple, on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, plus de 54% des bacheliers sont européens, alors qu'ils sont 12% à être Kanaks. Et quand un Européen sur 2 est diplômé de l'enseignement supérieur, c'est 1 sur 20 pour la communauté kanak. Par ailleurs, la population kanak reste très fortement touchée par le chômage, et ils vivent principalement dans des squats à Nouméa, où l'organisation sociale traditionnelle se perpétue. D'un point de vue politique, les indépendantistes, qui sont souvent des Kanaks, sont minoritaires. Du coup, on peut imaginer que le vote au référendum sera un non pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais vu le climat politique et surtout les surprises qu'on a en ce moment, je pense qu'on peut juste dire on verra. Je tiens malgré tout à préciser rapidement, parce que je pense que cette partie mérite un épisode entier à elle toute seule, qu'il y a un véritable effort de conservation des coutumes et surtout de la culture et de l'art kanak, notamment via le centre culturel Djibaou dédié au patrimoine kanak. Mais ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de revenir dessus. Et voilà, c'est fini. Alors j'espère sincèrement que cet épisode et surtout les histoires des Kanaks vous ont plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager cet épisode. Et oui, c'est le premier épisode de cette série, c'est un peu le renouveau de la chaîne et j'ai vraiment besoin de votre soutien. Alors abonnez-vous, partagez sur Facebook, sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux. Et surtout, continuez à me suivre. À bientôt!